Je suis contente de vous retrouver pour parler de livres. J'ai l'impression que ça fait pas longtemps du tout, et en fait ça fait pas très longtemps effectivement. Mais en même temps il n'est jamais trop tôt pour parler de bouquins. Je tourne cette vidéo la veille où elle sort, donc le mardi 25, et où en suis-je dans ma palle du mois, puisque mine de rien, dans 6 jours, enfin 5 pour vous, on est à la fin du mois. Et écoutez, je crois que je vais réussir à la terminer. Il me reste 2 bouquins, vous savez, à lire un petit peu tous les jours, Le Amoureux et le recueil de l'histoire japonaise, 2 mangas et 1 roman. En vrai, le roman est relativement court, je pense qu'honnêtement, je vais arriver au bout. Je vous confirmerai ou infirmerai cette nouvelle le jour venu. Mais on se retrouve donc aujourd'hui pour parler de toutes mes lectures de cette dernière semaine. Et je dois dire que je suis hyper satisfaite puisque il y avait quand même pas mal de jours où j'étais pas chez moi ce mois-ci. Donc yes! On attaque tout de suite, on va pas prendre plus le temps de niaiser que ça, il y a de quoi faire. Commençons par les BD. En vrai, je suis en train de regarder parce que là du coup je suis en train de tout survoler. Il y a des titres dont j'ai trop hâte de vous parler. Alors, les BD. J'ai lu Molière acte 1. Alors sans surprise du coup, j'ai appris pas mal de choses sur la vie de Molière et sur son caractère et son entourage, etc. Donc je suis très contente. Type BD historique littéraire, donc c'est tout ce que j'aime. Vous connaissez un petit peu maintenant ce type de BD là. Et ça m'a beaucoup plu, voilà, c'était une très bonne lecture. J'en veux bien sur tous les auteurs qui ont existé, voilà. Je passe commande au cas où. J'ai lu Les Sortilèges de Zora, que j'avais depuis hyper longtemps dans ma pile à lire, et que j'ai enfin découvert. C'est super sympa, alors j'ai beaucoup aimé les cases, enfin la présentation des cases, etc. L'esthétique et la pagination. Parce que vous voyez, il y a eu beaucoup de recherches, voilà, il y a plein de cases qui sont plus grandes que d'autres, etc. J'ai trouvé des dessins très mignons. Alors c'est une BD jeunesse, donc ça se ressent au niveau du style, mais la thématique abordée est quand même assez importante. De toute façon, maintenant j'ai l'impression que les BD jeunesse sont hyper profondes à chaque fois. Cette jeune fille est une sorcière, elle doit cacher qu'elle est une sorcière puisque les sorcières sont recherchées pour être tuées. Donc elle va dans une école de gens normaux, comme vous et moi, je pense, à part si vous êtes des sorciers. Et elle nous fait une petite crise d'ado en mode ouais, j'en ai marre des gens, personne me comprend. Bon là en l'occurrence c'est un peu vrai, mais voilà. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Le côté contexte historique, certes inventé à notre époque contemporaine, mais quand même bien sombre. Et en même temps une histoire assez légère et mignonne d'une adolescente qui cherche sa place, avec des animaux autour qui parlent, genre des corbeaux. Enfin voilà, c'était franchement très sympa. Pas mal comme lecture pour la vibe Halloween. Toujours dans la vibe Halloween, j'ai lu le Dracula. Alors je vais vous parler du roman juste après, mais j'ai lu la BD là, il y a 1 heure, même pas. Alors c'est très drôle parce que du coup j'ai lu le roman ce mois-ci. J'adore. Je vous spoil un petit peu ce qui va arriver après, mais le roman est vraiment un classique que j'adore énormément. Là c'est très drôle parce que du coup c'est un Dracula pour enfants. Donc il y a pas de mort, il y a pas de mention de sang. Regardez, les dessins sont magnifiques. Et du coup c'est assez drôle et perturbant de voir de voir comment ils se sont débrouillés pour rendre cette histoire pas choquante pour des enfants. Parce que de base, franchement, l'histoire de Dracula, elle est dure, tu vois, puis t'as une ambiance hyper glauque, etc. Ce qui est balèze, c'est que l'ambiance est là. L'ambiance vraiment est là, avec le côté loup, le côté peur, angoisse, etc. de la nuit et tout, mais sans que ce soit flippant, avec beaucoup de jeux de mots, comme l'univers de Mickey sait le faire, beaucoup de blagues, et... Genre, il y a quand même Clarabelle qui se transforme en rutabaga pour remplacer qu'un personnage devient vampire dans le roman réel. Enfin voilà, c'est très drôle. J'ai vraiment, il y a des moments où j'étais en mode, mais où ils sont allés chercher ça? Du coup, c'était très drôle, très rafraîchissant et vraiment bien fait. De toute façon, ce type d'histoire, vous savez maintenant que les Mickey en réadaptation littéraire, je suis assez friande, ça ne fait pas exception. C'est vraiment cool. Alors si je peux préciser, ça serait pas pour les plus petits par contre, parce que il y a quand même un niveau de style et de plume qui est assez élevé. Je pense pas qu'un petit de 6 ans par exemple s'y retrouverait. C'est pas tout petit non plus. Puis il y a le personnage de Van Helsing du coup qui est dingo. Comme dans le roman, il parle bizarrement, donc on comprend pas tout. Donc voilà, peut-être pas pour les plus petits, mais en tout cas c'est vraiment une BD super sympa et fun. Je pense que vraiment en tant qu'adulte on se tape des grosses barres. Limite je me demande si c'est pas plus adulte qu'enfant. Et ma dernière BD, enfin plutôt un roman graphique pour ce mois-ci, c'est Mon ami Pierrot. J'avais pas réussi à lire le titre la dernière fois parce que c'est assez... genre vous le voyez surtout, ça vous saute aux yeux. Moi de mon côté c'est assez noyé dans la couverture. J'avais un petit peu peur puisque c'est le même auteur du coup que Lettres perdues. Et autant en Lettres perdues, j'avais tout de suite capté qu'il y avait un talent et une vraie patte artistique et stylistique, autant j'étais passée complètement à côté. J'avoue que je m'étais retrouvée, c'était trop absurde pour moi. Quand je dis absurde, c'est pas bête, c'est vraiment dans le côté loufoque. Du coup, quand j'ai appris que l'auteur avait sorti une autre BD,
J'ai été partagée entre une très très grosse envie de la découvrir et en même temps une légère appréhension de passer à côté à nouveau. Et je ne suis absolument pas passée à côté. Là, j'ai été emportée, conquise. Les thématiques abordées sont hyper pertinentes, faites avec beaucoup de poésie. En gros, déjà je vous montre rapidement le talent au niveau du dessin, de la patte visuelle qui a tombé. En gros, c'est l'histoire de cette jeune fille qui a un avenir qui lui est tout tracé. Elle doit se marier avec un gars sympathique, qui rapportera du pognon à sa famille, enfin voilà. Mais elle a envie d'être danseuse. Et elle rencontre Pierrot à une soirée un peu magique qui lui propose un avenir différent. Et alors, il y a plusieurs choses que j'ai adorées. Déjà, toute la partie magique et fantaisie de l'univers. Le côté vraiment, voilà, magicien, sorcier, légende et conte en même temps. Croyances, fées, enfin voilà, tout ça, c'était vraiment hyper bien rendu. Bien croisé avec le réalisme également. Genre les personnalités très terre-à-terre qui sont opposées aux personnalités justement burlesques et inventées. Enfin, d'un univers inventé. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est les messages à l'intérieur. Vous savez que c'est ça qui me parle le plus quand je lis un bouquin. J'ai adoré le message féministe, le message aussi humain, du genre décide toi-même de ton parcours et fais attention à pas te faire aveugler par l'un ou l'autre, par tes envies, par tes espoirs. Aussi le message de prévention, que c'est pas parce que quelqu'un te promet la lune qu'il va forcément te la donner. Et à l'inverse, pas forcément passer à côté de ses envies et de ses rêves non plus. En fait, en gros, j'ai trouvé qu'avec un univers très fantasy, rêveur et inventé, on traite de thématiques hyper réalistes et actuelles. Et j'ai trouvé ça génial. Vraiment, pareil, les relations toxiques sont abordées dans ce bouquin de plusieurs façons différentes. Et dans toutes les façons, je les ai trouvées hyper bien rendues aussi. Ne pas s'oublier pour l'autre, ne pas se nier pour l'autre, se faire passer avant, se faire considérer et respecter. Enfin voilà, je l'ai trouvé génial et c'est d'autant plus une bonne surprise que je vous dis, j'avais une petite appréhension de passer à côté et j'ai été hyper embarquée. Voilà, je suis très fan, donc je vous le recommande chaudement. Et c'est tout pour les BD, raisonnable. J'ai 2 livres jeunesse que j'ai reçus de votre part. D'ailleurs, j'avais pas précisé, mais toutes les BD là, c'était Glénat d'ailleurs. Hein. J'ai reçu L'Homme Montagne de la part de Pauline à Pons, qui me l'a envoyé du coup sur la boîte postale pour me faire un cadeau, c'est très gentil. Waouh, juste waouh. Je dois avouer que les livres jeunesse comme ça, c'est clairement un de mes gros points faibles, c'est une merveille. Alors c'est pareil, autant oui, c'est pour les enfants sans problème, hein, mais autant, honnêtement, je pense qu'il faut être adulte pour comprendre certaines subtilités, certains messages, certains messages super forts, en fait. Les dessins sont à tomber par terre, mais en fait, c'est l'histoire d'une petite montagne qui fait une longue quête pour rencontrer le vent le plus fort du monde, pour aider son papy montagne à voyager pour son dernier voyage. Et voilà, je pense que rien que le synopsis, ça vous donne une idée de la dimension touchante qu'il peut y avoir dans ce type de livre. Les dessins sont très beaux, les messages sont très beaux, il y a des réflexions très douces, il y a une vibe un peu Petit Prince ou homme, enfant, cheval, vous savez, qu'on avait eu il y a pas très longtemps. Et vraiment, c'est une petite merveille de poésie, de beauté. Et lisez-le, vraiment lisez-le, c'est sublime. Et ma deuxième lecture est dans la même veine, donc c'est pareil, c'est du jeunesse, Cœur de pierre, avec Gauthier et Almanza. Almanza, j'ai l'impression que tout ce que cette personne écrit, c'est juste à tomber par terre. C'est Gigi qui me l'a offert, celui-ci. Alors rien que la couverture, je pense que ça vous montre pourquoi j'aime, hein, mais regardez, enfin voilà, la beauté de l'ouvrage est incroyable. Et j'ai été hyper agréablement surprise de ce livre. J'ai pas envie de vous spoiler, mais en gros, vous voyez la couverture. Juste le résumé, c'est un petit garçon qui a un cœur de pierre et une petite fille qui a un cœur d'artichaut. Et ils se croisent. Et j'ai eu un petit peu peur à un moment en le lisant que ça donne un message qui soit un peu dangereux pour les enfants ou même pour n'importe quel lecteur. Et en fait, c'est brillant et c'est sain de ouf. C'est vraiment sain de ouf. C'est un rappel de penser, encore une fois, de penser à soi. De pas donner si on reçoit rien en retour, même si on est gentil, même si on a envie de faire de son mieux, même si on a envie d'aider l'autre. Et c'est magnifique. Les dessins sont magnifiques, l'histoire est magnifique, c'est un livre magnifique.
à offrir, à lire, à relire et à re-relire indéfiniment jusqu'à ce que le message rentre dans les petites têtes. Vraiment, c'est une merveille. Je suis trop heureuse de l'avoir découvert. Passons au manga, et pour le coup, je suis très fière puisque j'ai lu presque toute ma palle, il m'en reste encore 2. Alors, je me suis lu l'Assassination Classroom. Je suis assez partagée parce qu'en fait, alors le manga en lui-même est incroyable. Je pensais pas que j'allais l'aimer autant. En gros, pour vous situer, je suis une très très grande fan de l'animé. J'ai pleuré ma vie dessus, j'ai ri ma vie dessus. Je trouve que c'est un des meilleurs animés qui existent. Ne vous faites pas avoir, le début est très chelou, mais vraiment ça vaut la peine de s'accrocher. Et du coup, il était en promo à Mumi, je crois, à 3€. Du coup, je l'avais pris. D'ailleurs, il est tout collant maintenant parce qu'il y avait les stickers à 3€ dessus que j'ai enlevé, mais... Et en fait, le problème, c'est que du coup, la qualité d'impression est dégueulasse. C'est-à-dire que je l'ai lu, j'avais les doigts noirs après, quoi. Donc du coup, je suis un peu déçue pour ça, parce que, alors, pas du manga en lui-même, genre vraiment, j'ai même mis un post-it. J'en mets plus d'ailleurs, je suis repartie sur mes citations, mais ce mois-ci, j'ai essayé de mettre des post-it, voir si ça me plaisait. Et regarde, au contraire, être la cible de toutes ces attaques prouve ma valeur. Voilà, franchement, un manga... Il est déjà exceptionnel. Il y a plein de moments iconiques et brillants et sensibles déjà à l'intérieur. Je veux les avoir. Je veux tous les lire. Par contre, pas dans cette édition. Genre, je sais pas s'ils sont tous comme ça ou si c'est vraiment que le premier où vous avez pas de budget, mais je sais que j'en ai des mangas, hein, mais là, c'est du papier journal le truc. Enfin, vraiment, je vous dis, je l'ai lu, j'avais les doigts tout noirs. Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, je veux les avoir, je veux les lire, mais j'espère que pour les tomes suivants, c'est pas la même chose. Je compte sur vous si vous les avez pour me le dire, ou alors s'il y a une autre édition qui les édite en meilleure qualité. Peut-être que c'était simplement le premier et qu'à l'époque, il n'y avait pas le budget pour faire un meilleur papier, c'est possible. Enfin, il a dû être édité depuis, mais bon. Mais du coup, ouais, dites-moi où je peux le trouver de bonne qualité ou quoi. Parce que autant j'étais un peu sceptique, c'est d'ailleurs pour ça aussi que je me suis précipitée un peu sur l'offre. J'étais un peu sceptique parce que je savais pas ce que ça allait donner en papier. Parce qu'en animé, je l'ai vraiment tellement aimé que j'avais peur d'être un peu déçue. Et en fait, vraiment, en un tome, j'ai été embarquée et conquise et amoureuse et fan. Donc je veux clairement redécouvrir cette histoire sur le support papier classique. J'attends donc vos avis sur l'édition, etc. En tout cas, voilà, incroyable. Regardez ou lisez, mais connaissez cette histoire. Koro-sensei. J'ai lu L'Enfant du Dragon Fantôme, les 2 premiers tomes, et quelle belle surprise! Quelle belle surprise! Alors c'est un cadeau de Gigi également, donc ces 2 premiers tomes-là. J'ai adoré, je veux clairement lire la suite. Oui, je suis dans la merde, je sais. Il y a trop de sagas incroyables, au secours. C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien, mais il n'y a pas pour le coup, spécialement valeur incroyable qui me transcende. C'est pas l'enthousiasme d'Assassination Classroom non plus. Par contre, c'est hyper cool en univers de fantasy, et ça reste quand même hyper mignon et hyper attachant. Hein. Ça reste quand même très bien, mais voilà, c'est pas genre des messages transcendants, c'est pas ça, tu vois. Ça, je vous dis de le lire pour les valeurs, celui-ci, je vous dis de le lire pour le kiff. Et en gros, donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui se retrouve dans une forêt où tous les objets ou les personnes abandonnées se retrouvent téléportés, et un dragon tombe sur elle et s'en occupe, et l'aime et veille sur elle, et ils font une quête pour trouver ses enfants au dragon pour aider la petite fille à pouvoir avancer toute seule, parce que le dragon va bientôt devoir partir. Et honnêtement, c'était trop bien, voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est assez classique, hein. On est sur une histoire de fantasy avec plein de quêtes, des personnages hyper sympas et prenants et profonds à rencontrer, plein de mini-quêtes à l'intérieur des grandes quêtes qui sont hyper satisfaisantes à suivre, des personnages vraiment trop cool. Donc voilà, ça reste une thématique assez classique dans le développement, mais j'y suis hyper sensible et hyper fan, donc j'ai passé un trop bon moment. La petite est adorable, le dragon est trop cool, et les persos autour, encore une fois, sont variés, donc un plaisir. Et il y a un perso beau gosse, quand même, je vous le montre. Le perso beau gosse, bon, il est un peu jeune, mais le classique homme avec des fêlures, qui râle, mais qui a bon cœur. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? J'ai reçu le tome 6 de l'Oxalis et l'or, et je l'ai lu, et cette saga fait vraiment partie de mes coups de cœur. En vrai, je pense que dans les découvertes de cette année, j'ai une tonne de sagas de mangas vraiment qui m'a plu de fou. Je pense pas que j'ai été aussi emballée par des mangas papier avant. J'ai l'impression que cette année, vraiment, j'ai eu des claques sur les claques sur la claque au niveau des mangas. L'Oxalis et l'or, du coup, j'en ai déjà parlé, parce que c'est le tome 6, hein. C'est l'histoire c'est un manga basé sur un vrai fait historique, la famine qu'il y a eu en Irlande pendant, je sais plus le siècle, parce que je suis nulle avec les dates, pendant la ruée vers l'or, en tout cas, voilà, ça c'est sûr. Et on suit, du coup, cette jeune fille avec son serviteur et ami qui partent aux Amériques pour essayer de trouver de l'or.
Et c'est trop bien. Il y a plein de faits historiques réels qui sont à l'intérieur, qui sont mentionnés, des personnalités historiques réelles également. On apprend plein de trucs, on est vraiment plongé dans une ambiance et les persos sont géniaux. J'adore. Là, pour le coup, c'est pas de la fantaisie, c'est plus de l'aventure. Il y a énormément d'aventures. Il y a également pas mal de mentions de l'esclavage. Enfin, vraiment, c'est un vrai kiff. Avec des personnages hauts en couleur, avec un caractère hyper prenant. Et j'y suis hyper sensible. C'est un de mes mangas chouchous. Et du coup, j'ai dévoré le tome 6 avec ardeur. Et je veux la suite. Voilà, c'est une saga qui est trop bien. On parlait de saga trop bien. J'ai lu les tomes 3 et 4 de Arte que Alice m'a offert. Pour le coup, on s'était fait un échange de cadeaux quand on était à la librairie toutes les deux. C'était un massacre de nous lâcher pas en librairie toutes les deux, vraiment, c'est pas une bonne idée. On n'arrête pas de s'engrainer, genre « Oh, faut lire celui-là, oh, faut lire celui-là, oh, je te l'achète, oh, moi je te l'achète ». Voilà, donc c'est une catastrophe. Je les ai lus et qu'est-ce que j'ai aimé. On parlait de saga coup de cœur, Arte, c'est vraiment incroyable. C'est une jeune femme qui veut être artiste peintre à une époque où les femmes ne font pas artiste peintre et du coup qui cherche sa place et qui galère et qui a une force en elle qui est folle. Elle rencontre d'autres femmes qui n'ont pas du tout le même périple qu'elle, mais avec qui il y a une belle sororité qui s'installe. Elle rencontre des mecs qui sont cool, d'autres qui sont moins cool, et ça donne une ambiance absolument géniale. J'adore. Voilà. En plus, on apprend plein de trucs sur la façon dont les artistes travaillaient à l'époque. J'ai trop hâte de découvrir la suite. Il m'avait fallu une éternité, j'avais lu le tome 2 il y a moult, mais ça y est, j'ai lu les 3 et 4. J'avance lentement, mais j'avance en vrai dans mes sagas, mine de rien. Je suis contente. Vraiment, lisez Arte, c'est trop bien. Et les 4 derniers dont je vais vous parler, je les ai lus aujourd'hui parce que j'ai essayé d'optimiser mes petites lectures avant l'update pour pouvoir vous parler du plus possible et pouvoir après les ranger. J'ai lu le tome 3 de L'Oiseau d'or de Caïnis et mon dieu, il est encore meilleur que les 2 autres. Alors en gros, ça rejoint un peu Arte, c'est l'histoire d'une jeune femme qui veut être autrice et à l'époque, les femmes pouvaient pas publier, du coup elle se déguise en homme. Donc c'est là que ça change parce que Arte reste femme totalement. Là, elle se déguise en homme, enfin elle se travestit et va à Londres pour écrire et publier ses textes. Et elle se fait des amis là-bas en tant qu'homme. Et des fois, elle rentre chez elle en tant que femme. Vous voyez, donc il y a cette espèce de jeu entre les genres. Et ce tome-là, il est trop bon. Il est trop bon parce que du coup, elle a un ami qui découvre, qu'elle n'est pas vraiment un homme et que du coup c'est une femme. Et il y a une déclaration d'amour à un moment qui est faite. Et il y a un échange qui est hyper sain sur... parce qu'en gros, elle sait pas trop quoi faire de sa déclaration. Puis c'est un spoil, mais je vous dis pas qu'il sait ni rien. Donc on va dire que c'est un spoil d'échange, pas un spoil d'histoire. Il y a un moment où donc elle lui dit « Ouais, écoute, je sais pas trop quoi en penser parce que j'ai pas envie que tu m'aimes parce que je suis une meuf, quoi. Enfin, moi, j'aime bien notre échange quand je suis aussi un homme. J'ai pas envie que tu me vois comme une petite chose fragile qui doit rester à la maison faire à bouffer. » Et là, lui répond en mode « Mais en fait, je t'aime comme t'es, genre, habillé en gars, habillé en meuf. J'aime nos échanges, j'aime la vie qu'on a, les échanges qu'on a, je veux pas que ça change. » Et en fait, là, elle a une vraie reconnaissance d'elle-même en tant que personne au fond d'elle. Et ce moment-là, je l'ai trouvé tellement fort. Vraiment, L'Oiseau d'or de Canis, c'est une petite pépite. Et les persos qu'on croise à l'intérieur, il y a une meuf autrice à un moment aussi qu'on croise qui est génial. Enfin, vraiment, la question sur le genre est hyper bien abordée et hyper douce et hyper saine. Enfin, voilà, je suis trop fan. Alors ça a été une excellente surprise. J'ai lu Toilet Bound Hanako-kun, les tomes 1 et 2, je les ai lus en stream Read With Me. Et honnêtement, je les avais mis dans ma palle en me disant vas-y, ça fait très longtemps que je les ai dans ma palle générale, vas-y, je vais les mettre histoire de les avoir lus, mais je pense pas que je vais aimer. Je fais ça des fois parce qu'il y en a certains que je traîne depuis perpète, et si je me fie à mon envie, du coup je les lirai jamais. J'ai adoré. Parce qu'en fait le truc c'est qu'en voyant la couverture, je m'attendais à un truc un peu, je sais pas, plein de bastons ou des vannes tout le temps, enfin... Et en fait pas du tout, enfin t'as de l'humour et t'as aussi des bastons, mais en fait c'est trop bien. En fait c'est l'histoire de ce petit garçon qui est un esprit dans un lycée. Et il y a plusieurs esprits qui vivent dans ce lycée, et lui, c'est un esprit... on va dire c'est l'esprit qu'on suit, et il fait un pacte avec une jeune fille, elle, qui est adorable, mais adorable. Et il y a un troisième personnage qu'on découvre assez vite, c'est un chasseur de fantômes, on va dire, qui a pour but, du coup, de l'envoyer dans les limbes. Et honnêtement, je suis hyper fan. Mais vraiment, genre, je vous dis, au début, quand j'ai commencé à les lire, j'étais en mode... Ouais, j'ai pas trop envie de les lire, mais bon, on va y aller. Faut les lire, tu vois, c'est bien, comme ça au moins je les découvre. Mais qu'est-ce que je suis contente! C'est génial! Vraiment, les caractères des persos sont si touchants, les échanges sont adorables, les thématiques sont trop bien. Il y a des beaux messages, et puis en termes d'action, t'as de quoi faire, parce que du coup les autres esprits font des petites malédictions, petites ou grandes d'ailleurs, et ils essaient du coup de régler les problèmes, etc. Franchement, c'est trop cool. J'ai adoré et je veux trop lire la suite.
Il y a un côté, en plus c'est tout à fait ce que j'aime, il y a une espèce de côté un peu macabre, glauque, et en même temps hyper mignon. Et je trouve que le mélange de ces deux trucs-là, c'est du génie à chaque fois. C'est vraiment trop cool. Et il est attachant de fou. Mais il est beaucoup. Les deux sont attachants de fou. Vraiment, je les aime d'amour en 2 tomes. Je veux la suite et je l'aurai. Je sais pas quand, mais c'est toujours mon problème avec les mangas, mais je l'aurai. Et en dernier, est-ce qu'on repart pas sur une surprise qui n'était pas forcément prévue? Le conte des parias. Alors, celui-ci, je l'ai acheté parce que Wattel, quand on était à la librairie la dernière fois à mon anniversaire ou l'enterrement d'une jeune fille, je sais plus, je crois que c'était mon anniversaire, on est passé devant, j'avais dans les mains, je suis oh, il a l'air sympa. Elle m'a dit, il est génial, il est trop bien, franchement, j'ai trop aimé. Je l'ai pris juste, je ne savais même pas de quoi ça parlait. Et en fait, c'est l'histoire de cette jeune fille qui est dans un état de misère profonde, exploitée par un espèce de prêtre dégueulasse et berk, tu vois. Et lui, c'est un diable qui arrive à être vu par cette jeune fille. D'habitude, les diables se baladent parmi nous, mais personne ne peut les voir. Et elle le voit. Et ils développent une relation amicale, professionnelle, enfin un peu un mélange de deux. Et du coup, là, il y a leur rencontre et le début de leur histoire. Et c'est génial. Mais c'est pareil. En même temps, en fait, pour le coup, je l'avais pris dans les mains à l'époque. Parce que je sentais que c'était ce qui me parlait de base. Hein. C'est-à-dire qu'une jeune fille mignonne, ou en tout cas un personnage jeune et mignon, avec un personnage badass et fort avec, pas forcément une jeune fille d'ailleurs dans les personnages mignons, c'est souvent des enfants. D'ailleurs là, c'est clairement une enfant. Hein. J'adore. Et puis, vous avez quand même déjà une présentation d'un perso badass et sexy en bonus. Mais voilà, j'aime cette dualité de créature badass, genre comme le dragon avec la petite fille. Vous voyez, un peu en fait d'ailleurs aussi comme Toilet Bound avec un esprit et une jeune fille mignonne. Arte c'est un peu différent, mais genre l'enfant et le dragon fantôme c'est pareil. Vous avez la ptiote avec le dragon, enfin voilà, j'aime beaucoup quand 2 caractères opposés s'apportent ce qui leur manque. Donc là c'est un personnage assez fragile, mignon, qui a besoin d'être protégé à cause d'une situation X ou Y dans sa vie, mais qui n'est pas faible, hein. Attention, c'est pas de la faiblesse. Et un personnage qui est en position de dominance sociale ou physique, et qui, à l'inverse, a des gros problèmes d'ouverture, qui n'est pas méchant ni toxique, c'est important aussi, parce que sinon c'est malsain. Et en fait, que les deux s'apportent ce qu'il leur faut, je trouve ça hyper touchant, en fait, à chaque fois. Et là, c'est exactement ça. Donc voilà, très belle découverte. Et idem, je veux lire la suite. Allez, il nous manque les romans. Alors, je vais essayer de les classer par ordre de lecture, tiens. Je m'en suis sortie. Il y a quand même tout ça, hein. On n'a pas fini cette vidéo. Non. Alors, je vais commencer par Lait et miel. C'est pas vraiment un roman, c'est un ouvrage, un recueil de poésie. Et là, pour le coup, j'avais mis beaucoup de post-it. Je pense que les post-it pour les trucs de poésie, c'est pas mal, parce que je vais pas recopier tous les poèmes, tu vois. C'était Bébou qui m'avait offert ça pour mon anniversaire. Et c'est trop beau, c'est trop bien, et j'ai été hyper sensible à ce que j'ai lu. La preuve, hein, j'ai envie de dire, il y a des post-it quasiment à chaque page, donc à un moment, ça veut dire ce que ça veut dire. En gros, le recueil se divise en 4 catégories: souffrir, aimer, rompre et guérir. Alors forcément, du coup, il y a 2 parties qui sont difficiles, 2 parties qui sont plus douces. J'ai aimé lire les 4. Alors je l'ai pas lu d'un coup, hein, pour le coup, comme c'est un recueil de poésie, je me lisais de temps en temps le matin avant d'attaquer un roman, quelques pages. Et au final, ça se lit très bien. J'ai adoré. Ça me donne envie de lire encore plus de poésie. Je pense que vraiment, j'ai été refroidie par la poésie dans mes études littéraires parce que c'est très académique. Genre, on te donne le livre de Baudelaire et on analyse chaque mot. Qu'est-ce qu'il a pu vouloir dire? Pourquoi la couleur rouge? Est-ce que ça symbolise les menstrues de la femme? Enfin bon, tu vois, le sang qui coule, voilà. En fait, l'analyse de la poésie en littérature, en études de lettres, moi, m'a retiré le plaisir de la découverte de la poésie. Enfin, même d'ailleurs, j'ai envie de dire, l'étude de la poésie à l'école, de manière générale. J'ai jamais, à part en primaire, où je me rappelle du coup d'un rapport à la poésie différent, mais dès le collège, ça m'a exclu en fait de la tâche avec les mots. Et du coup, maintenant, d'en relire avec une vision pas académique, mais juste sensorielle, on va dire, ça m'a fait énormément de bien et j'ai envie d'en lire davantage. Ça a été une merveilleuse surprise. Et je m'attendais à aimer, cela dit, hein, parce que c'est un ouvrage de femmes écrit pour les femmes, par les femmes, donc forcément, voilà, par une femme, donc je sentais que ça allait me parler, effectivement ça m'a parlé, et c'est magnifique, donc je vous le conseille, même si vous n'aimez pas la poésie comme c'était mon cas spécialement, qui sait, peut-être que ça va vous faire un petit déclic. Et en lecture automnale, c'est idéal. Ah, là on est sur alors j'allais dire une mi-molle, non, c'est quand même bien. Le second tome de L'Ascension de Kaamelott, la trahison de Kaamelott. Je sais pas si vous vous souvenez du premier, donc en gros ça parle de Guenièvre, hein, et de la table ronde, du roi Arthur, il y a Lancelot, il y a tous les personnages qu'on connaît dans la légende, et en fait, du coup je peux pas trop vous en dire plus, en gros sachez que ça parle là-dessus,
Après, si je vous dis quoi que ce soit, ça risque de vous spoiler. Donc là, c'est le tome 2. Et pour le tome 1, je vous avais dit qu'en gros, les 2 premiers tiers, j'étais un peu en mode oui, oui, ça se lit, c'est sympa. Et le dernier tiers m'avait emballé de ouf. Et bah là, j'attendais pas mal de ce tome-là en mode est-ce que ça va continuer est-ce que mon enthousiasme de la fin du premier va se continuer? La réponse est oui. Alors, je suis toujours pas sur un coup de cœur de la muerte en mode ce livre c'est ma vie, je vous le recommande à 100%, si vous le lisez pas, je vous maudis sur 8 générations. Non, on n'en est pas là non plus. Mais, je trouve que l'univers est très cool, très bien rendu. Les personnages sont très attachants. Je pense vraiment que le point fort de cette saga, c'est les personnages et l'univers, justement. C'est pas trop la plume. La plume, j'avoue que elle se laisse lire très agréablement, mais je suis pas convaincue plus que ça. Enfin, genre, j'ai pas des phrases où quand je les ai lues, je me suis dit waouh, c'est beau. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un défaut forcément, attention. Ça se lit très vite, ça se lit très bien. Mais voilà, c'est pas un livre que je recommande pour sa beauté littéraire. Par contre, c'est un livre que je peux vous recommander si vous êtes intéressé par l'univers du roi Arthur, par le côté fantasy, par le côté femme forte, par le côté sororité aussi, beaucoup. Alors, un truc qui m'a un petit peu embêté, c'est que l'héroïne est dans une espèce de boucle de pensée, et j'aime pas trop les boucles quand je lis, du genre « Oh là là, j'en ai marre d'être là, oui, mais il faut que je sois là ». Et en fait, elle se dit un peu ça tout le temps. Il n'y avait pas besoin, à mon sens, de le répéter autant, c'était clair, genre une fois ou deux, tu vois, là vraiment, limite toutes les 3 pages, « Oh là là, j'ai pas envie de faire ça, bon, mais il faut que je le fasse, c'est mon devoir ». C'est bon, tu vois, genre si c'est vraiment ton devoir, tais-toi et fais-le, tu vois, genre au bout d'un moment. Donc voilà, c'est un peu mon seul petit point négatif au niveau du style sur le bouquin, c'est ça. Il y a cette légère répétition du ras-le-bol de l'héroïne, qui par contre est légitime, hein, mais elle n'est pas stupide, elle n'est pas à foncer tête baissée un petit peu, mais elle a une vraie profondeur, elle a une vraie richesse. Les personnages autour d'elle ont une vraie richesse, ils sont vraiment construits, c'est pas juste oui, bah lui il est gentil puis il est beau gosse. Non, il y a plus que ça, il y a quand même ouais, il y a une existence, tu vois, c'est palpable, c'est palpable. Donc, est-ce que je vous le recommande? La réponse est oui. Est-ce que je vous le recommande, genre, à coup sûr, vous allez kiffer? Pas forcément. Je peux comprendre que vous soyez pas emballé à la lecture plus que ça, parce que je vous dis, au niveau du style, c'est pas relevé énormément, mais je pense honnêtement que c'est une lecture qui peut plaire à énormément de monde. Il y a beaucoup de thématiques très modernes qui sont traitées à l'intérieur. La place des femmes, par exemple, le fait qu'elles soient coincées et qu'elles aimeraient bien sortir un petit peu de ces carcans imposés, l'envie d'être aimée, l'envie de vivre vraiment, avec un grand V. La magie aussi est cool, enfin voilà, vraiment il y a plein de bonnes choses à l'intérieur, c'est loin d'être une piquette, c'est pas genre voilà la lecture de ma life, mais ça reste un bon moment. Je pense que j'ai réussi à exprimer mon opinion. Si jamais vous le lisez, n'hésitez pas à me donner votre avis. Personnellement, j'ai un énorme affect pour 2 personnages autour de l'héroïne, Lancelot et Mordred, voilà, moi c'est mes 2... Je trouve que c'est les 2 qui ont le petit truc. En plus, et Guenièvre elle-même est extrêmement bien écrite au niveau de la profondeur de son caractère. Donc ça, c'est cool. Maintenant, voilà, c'est au niveau des actes où ça rame un peu. Mais voilà, donc très bon moment quand même. Pas incroyable, mais très bon moment. Je sais, je me suis beaucoup répétée, mais parce que c'est compliqué quand t'as pas un avis hyper tranché. Et j'avais vraiment envie d'être claire, tu vois, genre en mode, c'est pas que je l'aime pas, c'est pas que je l'adore, tu vois. C'est important. Alors là, bam, j'ai lu Dracula. Et yes, et pareil, j'avais mis des petits post-it un peu partout. Oh là là, mais quelle merveille. Alors cette édition, donc ça c'est les éditions Thibert, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est magnifique. Il y a des illustrations, voilà, aussi de pages entières, etc. Quelle merveille de redécouvrir ce classique dans une édition pareille. C'est un privilège vraiment, et je l'ai savouré. C'est trop bien. Alors Dracula, est-ce que je le recommande à tout le monde? Pas forcément. Au niveau du style, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que les mots employés ne sont pas... Voilà, c'est pas du Hugo non plus, tu vois, au niveau de ses tournures alambiquées, ça va, tu vois. Par contre, il est assez lent. C'est un livre, en fait, qui, pour moi, te met dans une ambiance. Je trouve qu'il est parfait à lire en automne-hiver. Vraiment, quand tu le lis, waouh, t'es près du château, t'es dans la pampa entourée de loups qui hurlent, t'as le brouillard qui tombe, enfin vraiment t'y y es quoi. C'est troublant, vraiment c'est troublant et c'est une relecture, je l'avais déjà lu il y a plusieurs années et même plusieurs fois, je l'ai ressenti fort, vraiment. L'univers est magnifique. C'est un roman épistolaire, ça c'est un truc que j'avais oublié pour vous dire, donc c'est-à-dire que c'est que des lettres, ou des journaux intimes, mais en gros c'est comme si c'était un recueil de plein de lettres et de correspondances de personnages, ce qui fait qu'on suit l'histoire à travers ces supports-là. Les personnages sont cool, alors il faut bien se mettre en tête que ça date, hein, donc les personnages féminins sont résumés à être des femmes, donc à être en retrait. Il faut l'accepter quand on le lit, hein. Il y a des petites phrases en mode « Oui, mais il vaut mieux qu'elle reste à l'abri, elle est fragile ».
Ah, d'accord, tu vois, voilà, il y a des petites tournures comme ça. Et un truc qui peut perturber aussi assez fort, c'est que le personnage de Van Helsing ne parle pas bien. Dans le sens où c'est un étranger qui parle pas bien la langue, du coup il va dire par exemple, au lieu de dire j'aime la raclette, il va dire moi aimer raclette. Bon, je schématise fort hein, non plus, c'est peut-être pas un homme des cavernes, mais tu vois ce que je veux dire. Il va oublier des déterminants par exemple, ou il va oublier, il va dire un mauvais mot à la place d'un autre. Et Van Helsing parle beaucoup. Donc des fois vous avez des pavés comme ça, hein, pas écrit dans un français habituel. Donc, ça peut être perturbant. Moi, ça m'a perturbé en mode wow, attends, concentration, mais honnêtement, ça n'a rien enlevé au plaisir de la lecture et au contraire, c'est encore plus immersif. Je trouve que c'est un excellent roman. Bon là en plus voilà j'avais une mise en page qui le soulignait avec talent, mais c'est vraiment un excellent roman. Et si vous cherchez un livre sur des vampires ou tout simplement avec une ambiance gothique hyper prenante, je vous le conseille à 1000%. C'est vraiment un livre qui te plonge dans l'univers. Alors que je connais, ça c'est ça qui est ouf parce que je connais l'histoire, j'ai vu des films et j'ai lu le roman déjà. Et là, quand je le relisais sur mon canapé le matin à 6h du mat, parce que oui, je le lis souvent, je l'ai lu le matin en me réveillant, dans mon plaid, j'avais des frissons à des moments. Je sentais la brume peser sur moi, je sentais la peur de Dracula. Et alors par contre, si vous cherchez du vampire sexy et glamour, c'est pas là. Hein. C'est-à-dire que ça parle bien des fois d'attrait sexuel ou de sensualité, c'est mentionné à quelques reprises, mais c'est comme un effet du diable. C'est-à-dire que c'est vraiment... Par exemple, il y a un personnage à un moment qui passe du côté vampire, et on parle de sa sensualité, de ce qu'elle dégage, de ses lèvres pleines et rouges, de son regard ardent, etc. Mais c'est bien dépeint comme effrayant parce que son regard est animal. Donc il n'y a aucun moment où c'est sexualisé dans le bon sens, où c'est glamour. Si vous cherchez du vampire sexy, c'est pas là. À la limite, si vous cherchez du vampire sexy avec l'histoire de Dracula, regardez le film qui a été fait par Coppola, je cherchais le nom, avec Anthony Hopkins qui joue Van Helsing. C'est un très bon film, vous avez bien l'ambiance gothique, même s'ils ont enlevé pas mal de trucs, hein, bien sûr. Mais là, vous avez une vibe un peu de sexy avec le conte qui n'est pas du tout représentée dans le roman original. C'est important de préciser parce que je sais que les vampires maintenant c'est un mythe où tout le monde y voit du sex appeal, de la sensualité, etc. Là vraiment on retourne aux sources et c'est pas du tout le cas. Voilà pour mon classique du mois, j'ai adoré ma lecture, c'était génial. Et je suis très contente de l'avoir fait au mois d'octobre, surtout à 6h du mat la nuit, tu vois. Oh, trop bien. Plus que 3, mais alors attention les enfants, bam. Oui, je l'ai lu. Alors, vous savez quoi, c'est drôle parce que je pensais que vraiment il allait me donner du mal parce qu'il fait 1000 pages. Je l'ai adoré, je l'ai bouffé en 3 jours. Voilà, non mais comme quoi, hein, quand ça veut, hein. Alors, un truc qui me faisait très peur, donc c'est Sarah J. Maas qui l'a écrit. Donc c'est l'autrice qui a fait ACOTAR, Un palais d'épines et de roses, une de mes sagas préférées récentes. Et j'avais très peur puisque c'est le même traducteur qui a traduit donc Crescent City et qui a traduit La 9e maison, que j'ai abandonné au bout de 75 pages parce que le style me paraissait indigeste, enfin j'arrivais pas. Et alors, je sais que le travail d'un traducteur est de coller le plus possible au texte original, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'appréhender en me disant, bon, si ça se trouve c'est le traducteur lui-même qui a une tendance à alourdir un peu le truc, est-ce que ça va le faire ? Et du coup, le traducteur a extrêmement bien fait son travail puisque j'ai reconnu la plume de Sarah J. Maas sans problème, et du coup j'ai passé un moment génial. Donc bravo et merci monsieur. Et ça me conforte dans l'idée que du coup c'est la 9e maison qui bloque. Et donc, qu'en ai-je pensé ? Alors, il m'a été offert par Chiara, donc une d'entre vous, encore merci. Je l'ai beaucoup aimé. Déjà, je tiens à préciser, je l'aime pas autant qu'ACOTAR, parce que je sais que vous allez me poser la question, vous me l'avez déjà posée en commentaire, sur Twitch, etc. Je sens que c'est une question qui vous travaille, mais c'est tout à fait normal parce que ça reste un tome. Alors certes, il fait 1000 pages, mais ACOTAR, quand tu cumules les 4 tomes, on est, le tome 4 fait 700 pages, le tome 3 en fait 650, enfin, voilà, on est à plus de 1000 pages si tu veux largement tout cumuler. Donc, voilà, il n'y a pas le même nombre de contenus, il y a quand même une grosse partie d'introduction là, c'est normal. Et c'est pas le même univers. ACOTAR, ça se passe dans de la fantaisie pure, on est avec des villageois, des princes, des châteaux, des chevaliers, des épées, de la magie, etc. Là, on est sur une ville, donc Crescent City, qui est moderne. Il y a des téléphones portables, il y a des télés, il y a de la musique dans les Walkman, c'est pas des Walkman, mais dans des écouteurs, enfin voilà. Il y a des bars, il y a de l'alcool, il y a de la drogue, enfin voilà. C'est un peu une sorte de Las Vegas badass, tu vois. Et c'est une ville où il y a plein de créatures surnaturelles qui vivent. Donc il y a des anges, des vampires, des faées,
des sylphes, si je dis pas de bêtises, des muses, enfin en gros voilà, toutes les créatures surnaturelles qui existent, elles vivent là-dedans. Et c'est une ville qui est assez libre par rapport à d'autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esclaves et tout le monde peut vivre dedans. Donc notre héroïne, typiquement, elle est mi-humaine, mi-faée et elle a un travail assez cool. Bon, les humains sont quand même plus en danger puisque ils sont mortels par rapport aux autres et une espérance de vie de quelques doigts, mais voilà, en gros techniquement c'est une ville où il fait relativement bon vivre, même si c'est grave craignos. C'est assez paradoxal, mais vous voyez l'idée. Et donc notre Fifi, en fait j'ai pas envie de vous dire quoi que ce soit. Je sais, c'est affreux. Je sais, c'est affreux parce que vous attendiez beaucoup mon retour. Mais en fait, le résumé, ce que j'aime bien, c'est qu'il est très long derrière. Et en fait, il dit rien. Donc, à la limite, je peux vous dire la même chose. Notre Fifi, elle s'appelle Bryce. Et elle vit avec un groupe de potes. Elle fait beaucoup la teuf. Elle picole, elle se drogue beaucoup. elle brûle sa jeunesse par les deux bouts, n'est-ce pas? Et il se passe un truc. Et 2 ans plus tard, on la retrouve. Voilà. Ah, je vais rien vous dire de plus. J'ai énormément aimé les personnages. J'ai énormément aimé Bryce. J'ai énormément aimé surtout une de ses amies. Mais alors vraiment, vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé son partenaire. Oula, pardon, je vous ai donné un coup. Son partenaire et un fae qu'on voit aussi beaucoup, donc je veux pas vous parler, mais il est trop cool, je l'aime beaucoup. Pour avoir discuté avec quelques membres, quelques abonnés, parce que sur Twitch du coup on en parle un peu ou sur Instagram, il y en a qui n'ont pas trop aimé la romance. Personnellement, elle m'a pas du tout dérangée. J'ai trouvé que, en fait, pour moi, la force de Sarah J. Maas, c'est ses personnages. C'est la profondeur qu'elle donne à ses personnages. Et là, pour moi, c'est réussi. C'est réussi de ouf. Alors, je comprends que ça ne parle pas à tout le monde, parce que, encore une fois, c'est un univers différent, etc. Mais j'ai aimé les messages. Pour moi, les messages sont sains, encore une fois. On est sur... Alors oui, il y a du clichouillé, et encore, ouais, si, il y a de l'amour, quoi. Il y a de l'amour, il y a de l'amour à des moments. Mais, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait de très belles valeurs humaines défendues. Pas par les personnages, genre les personnages sont pas spécialement des exemples, tu vois. Mais réussir à faire confiance, réussir à avancer, le travail du deuil aussi, qui est beaucoup abordé. Le fait de continuer à vivre après qu'on ait perdu quelqu'un, le fait d'avoir une famille qui est pas forcément là pour nous et de trouver sa place, le fait de vivre aussi en tant que minorité opprimée dans un endroit où on n'est pas le bienvenu. Enfin, mine de rien, il y a plein de thématiques hyper cool abordées là-dedans. Et même en termes de société, la façon de gérer les choses, etc. Non, je trouve qu'il y a beaucoup de réflexions en fait que cet ouvrage peut apporter. Il est lourd. Donc ouais, non, pour moi ça a été une excellente surprise et surprise. On va dire que j'avais peur d'être déçue parce que j'ai tellement kiffé à Cotard que c'est vrai que je m'attendais à être potentiellement déçue. Donc ouais, non, j'ai passé un très bon moment. Je me suis attachée aux personnages, j'ai envie de les retrouver. Je me suis moins attachée à la romance que dans À Cotard. Mais pour moi, c'est pas l'essentiel du bouquin. Mais d'ailleurs, un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est Sarah J. Maas, c'est que certes, là par exemple, il n'y a pas de sexe. Enfin, il y a 2 scènes érotiques, un début d'érotisme où des personnages se chauffent, mais il n'y a pas de sexe. Il y a en 1000 pages. Mais elle sait, sans faire forcément une scène de baise, elle sait rendre compte d'excitation et de plaisir. Et je trouve que ça, c'est bien. C'est vraiment bien, c'est malin, et ça elle l'a toujours fait, je trouve. Enfin voilà, pour moi c'est une autrice qui comprend les gens et qui comprend ses personnages et qui sait les rendre réalistes. Alors un truc qui est pas mal reproché au bouquin, c'est qu'il est très vulgaire. Oui, ça m'a pas traumatisé. J'avais lu quoi qui était hyper vulgos, 365 jours, je sais plus. Il y avait un livre que j'avais lu d'une espèce de psy qui racontait sa vie dans un journal. Ah, c'était trash, ça m'avait dégoûté. Là, ouais, il y a des putains, merde, oui. C'est pas la fine fleur du phrasé, mais en même temps, c'est des gens qui vivent avec le peuple, si tu veux. Donc oui, genre toi, au quotidien, tu dis pas de gros mots, peut-être. Voilà, là, c'est pareil. Alors oui, attention, je ne suis pas une fan de vulgarité dans la littérature. Loin de là, j'estime que ça peut être dit autrement. Après, là, honnêtement, ça ne m'a pas du tout choqué. Ça m'a pas du tout gâché le plaisir de la lecture. Et alors, il y a quelques fois où les espèces de pseudo-scènes érotiques, c'est dit de manière un peu trash. Mais ça m'a pas choqué parce que c'est un peu la mentalité des personnages. Encore une fois, pour moi, c'est lié. C'est-à-dire que si elle nous fait une romance hyper mignonne, elle va faire un langage plus mignon.
Si à l'inverse, elle fait quelque chose d'un peu plus adulte et avec des gens un peu plus traumatisés de la vie, qui ont une grosse expérience sexuelle et qui enchaînent les plans cul, bah oui, ils vont pas se... Ah, non, bah oui, c'est plus... Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, pour moi, ça m'a pas choqué. Je peux comprendre totalement que ça dérange, mais de mon côté, vraiment, ça m'a pas du tout interpellée, alors qu'encore une fois, je ne suis vraiment pas friande de la vulgarité dans la littérature. Donc très bonne surprise pour ma part. Pas un coup de cœur. Bah, je vais le mettre un petit peu... Je le mets au-dessus de Kaamelott quand même. Mais c'est un peu pareil, c'est genre, c'était une excellente lecture, j'ai hâte de lire la suite. J'ai pas ressenti genre un waouh transcendant, mais j'étais à fond dedans. J'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois, et ouais non, très bon moment. Je crois que je peux officiellement dire que j'apprécie le travail de Sarah J. Maas. Bon, je crois que je l'avais déjà un petit peu dit, hein. Mais là, comme j'ai une vision un peu plus large de son œuvre, ça conforte. Plus que 2 romans, enfin un roman et une nouvelle. J'ai lu Grisha. Je l'ai défoncé. Je l'ai défoncé sa mère. Non mais vraiment, on va en parler de trash. Non, mais vraiment, non mais il est incroyable. Mais c'est trop bien. Parce qu'en fait, j'avais déjà lu Six of Crows, qui est une saga qui suit Grisha, qu'on peut lire indépendamment. Et ça fait très longtemps que je me dis, vas-y, il faudrait que je lise Grisha quand même, parce que Six of Crows, j'avais bien aimé. J'ai préféré Grisha. Alors, je relirai Six of Crows quand j'aurai lu les 3 premiers tomes. D'ailleurs, il faut que je m'achète le 2 du coup. Mais c'est génial. C'est génial. C'est vraiment trop cool. C'est alors du coup, il n'y a pas les résumés. C'est quoi le prénom de la meuf? Ah, quelque chose. Pagla. Qu'est-ce que c'est? Alina. 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 Oh mon dieu. Mais comment résumer un truc pareil? C'est un univers de fantasy. Alors, on est de là pour le coup, on est dans de la fantasy pure. Hein. Et il y a des humains normaux. Il y a des Grishas qui sont des humains avec un don magique. Et il y a 2 orphelins quand ils sont enfants, Alina et Mal, qui grandissent ensemble à l'orphelinat, qui sont très liés. Et je vous dis le prologue, hein, et il y a des Grishas qui viennent pour les tester, voir s'ils ont du pouvoir. Voilà, ça c'est le prologue. Et c'est trop bien. C'est trop, trop, trop bien. J'ai adoré. En plus, pour le coup, vraiment, j'y suis allée en mode... Bon, ça va être sympa à lire. Je m'attendais à un truc sympa à lire, mais pas de quoi m'extasier, tu vois. Vraiment, j'ai kiffé de ouf. Alors, pour ceux qui connaissent, du coup, mon personnage préféré, c'est Mal. Très, 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 très fort. J'ai beaucoup aimé j'ai plus le prénom, mais la dame de chambre de Alina. Alina, je l'aime bien. C'est typiquement une héroïne forte, mais sans en faire 3 caisses et demie, tu sais, genre en mode oh, elle est parfaite. Non, j'aime bien parce qu'elle a des défauts sans qu'ils soient poussés à l'extrême non plus. Vraiment, très bon dosage. Et le Darkling, parce que du coup, c'est un autre personnage important que vous découvrirez très vite en le commençant, qui est un peu genre un seigneur hyper puissant, un peu le chef des Grishas. C'est complètement le chef des Grishas en fait. Disons que je trouve son ambiguïté et son caractère bien fait. J'aime le fait qu'on soit constamment sur un fil d'hésitation le concernant. Et je n'ai pas été très surprise des choses qui se sont passées le concernant non plus. Voilà, ça c'est mon avis pour ceux qui ont vu le lire. Donc vraiment, lisez Grisha. Alors c'est du jeunesse, hein, 100%. Mais c'est trop bien, c'est vraiment trop bien, j'adore, voilà. Ombre, guerre, chaos, un royaume envahi par les ténèbres, une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal, des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadowfold, parmi eux, Alina Starkov. Oui, oui, c'est trop bien, vraiment trop cool. Et Mal mon amour. Et Mal, je l'ai aimé de A à Z aussi, hein. Parce que ça, j'en ai parlé du coup avec certaines de mes modos qui l'avaient lu, et qui ont des avis mitigés. Moi, Mal, je l'aime trop. Mal, il est trop bien. Team Mal à fond. Alors, petite précision, je suis à 50 minutes de rush. C'est génial. Bah, j'ai fait des petites pauses pour boire un peu et tout, mais bon, on va être quand même à une grosse vidéo. C'est une grosse saga. Grisha, du coup, il y a 3 tomes de Grisha, 2 tomes Six of Crows, et je crois 2 tomes King of Scars après. Donc voilà, si vous commencez avec Grisha et que vous voulez tout lire, vous en avez pour un moment. Par contre, ils doivent être très facilement trouvables en médiathèque. C'est une saga qui existe depuis longtemps. Moi, je vais m'acheter la suite parce que j'aime acheter des livres. Voilà. Et enfin, ma dernière lecture, et pas des moindres, Les Sœurs Perdues, qui est la petite nouvelle entre Le Prince Cruel et Le Roi Maléfique. Donc Le Prince Cruel, c'est le tome 1 que j'ai lu le mois dernier. Et Les Sœurs Perdues, du coup, c'est une petite nouvelle intermédiaire qui va entre les deux tomes. J'ai beaucoup aimé. En gros, Le Prince Cruel parle de Jude qui vit une aventure tout au long de l'histoire. Et là, on est sur le point de vue de sa sœur jumelle, donc Tarine. Et en fait, c'est assez drôle parce que pas mal de gens n'aiment pas Tarine et vraiment n'aiment pas du tout Tarine, genre la détestent. Et beaucoup m'ont dit, ouais, tu vas voir, tu vas pas pouvoir la blairer, tu vas la détester, tout ça, voilà. Pas du tout. Alors, peut-être que ça évolue après, mais beaucoup m'ont dit que rien qu'avec la nouvelle, j'allais péter un câble. Au contraire, genre au contraire de ouf. Du coup, on a l'histoire très brièvement racontée. En fait, c'est sous format de lettres. Elle écrit à sa sœur.
Et du coup, elle retrace un petit peu ce qu'elle a vécu dans l'équivalent du tome 1, mais de son point de vue à elle. Je la trouve totalement compréhensible. Alors, je dis pas que j'approuve tous ses agissements et tous ses choix et tous ses machins, mais je trouve qu'en termes de personnage et d'humain, pour moi, c'est ok. Genre, alors, encore une fois, pas dans le sens yes girl, je suis d'accord avec tout ce que t'as dit et fait, tu vois, mais en mode je la juge pas. Genre PTDR, je suis qui pour la juger, tu vois. Non, franchement, je comprends de ouf. Je comprends de ouf et je l'aime bien, voire beaucoup. Donc j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la suite, son développement, parce que vous me l'avez vraiment pointé du doigt en mode ouais, c'est une connasse, machin, tu vas pas l'aimer. Moi, je le trouve pas du tout. Et si ça annonce un développement ambigu et profond des personnages, et pas juste ah, elle est méchante, il est gentil, elle est méchante, etc. Vraiment, ça me ferait très plaisir. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit que le tome 2 était très bien, encore mieux que le 1. Donc écoutez, on verra ça dans ma prochaine pile à lire. Donc de mon côté, alors je peux comprendre, je crois qu'il coûte 3€. Moi, c'est Alice qui me l'avait offert. Donc je l'ai eu gratuit du coup, puisqu'elle me l'a offert. Donc je peux comprendre que ça fasse chier de claquer 3 balles pour une nouvelle. Alors honnêtement, 3€, c'est pas 6. 3€, voilà, ça reste quand même un récit. Je peux comprendre que ça fasse grincer des dents. Est-ce que cette nouvelle est nécessaire à la compréhension de la suite? Je ne pense pas. Par contre, je pense qu'elle permet un dézoom assez net sur le comportement de la Miss et qui peut apporter une certaine richesse sur la suite. Parce que je pense que si on ne le lit pas et qu'on enchaîne les 2 tomes, du coup, on part avec une certaine certaines opinions sur Tarine. Et là, du coup, je sais pas, je trouve que ça apporte un dézoom qui est très bienvenu. Donc voilà, moi j'ai passé un bon moment devant. Je ne dis pas que c'est forcément pertinent de vendre un truc 3€ en plus, parce que ça fait un peu donnez-moi du pognon quand même pour un truc de cette taille, mais moi en tout cas j'ai aimé la lecture et en plus j'ai trouvé très très joliment écrit avec beaucoup de clins d'œil, beaucoup de références à des contes de fées, beaucoup d'ailleurs, quasiment que ça. Aussi beaucoup de références sur la place de la femme, sur ce qui est attendu des femmes, sur le mariage arrangé, sur réussir à trouver une place dans une société qui n'est pas la nôtre, dans un monde qui n'est pas le nôtre, avec des gens qui nous méprisent. Encore une fois, il y a cette idée de société, de caste, de niveau, de hiérarchie sociale, plus donc sociale et de genre. Enfin voilà, moi j'ai trouvé qu'en très peu de pages, c'était vraiment bien pensé. Donc c'est un grand oui pour ma part, et j'ai hâte de lire la suite. Et j'ai fini! Je suis à 55 minutes de tournage. Alors je pense que vous aurez nettement moins, j'espère, mais on est quand même encore une fois sur un update de quantité, hein, et j'espère de qualité. Alors vous savez ce que je vais vous demander maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des titres qui vous tentent? Est-ce que je vous ai donné envie d'en découvrir certains? J'espère, parce qu'il y en a vraiment plusieurs qui étaient trop cool. Et quand je dis plusieurs, ça veut dire beaucoup. Je vous laisse là, j'ai hâte de lire vos commentaires comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me recommander vos dernières lectures coup de cœur également, histoire de faire grandir ma wishlist parce qu'elle n'est jamais assez grande. Et puis nous on se retrouve très vite. Mouah, prenez bien soin de vous.